Le label sénégalais en modèle à répliquer, déclare Hélène Clark, reçu en audience par le président Macky Sall à Nairobi. À l'occasion de l'applicatrice, le chef de l'État a également rencontré les Sénégalais qui vivent au Kenya. Présidence de la Commission de l'Union africaine, Abdoulaye Bathily, officiellement candidat de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégalais, actuel représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, a eu le veto des chefs d'État samedi dernier. Quels sont les atouts de notre compatriote? Quelles sont les chances de notre compatriote? Réponse dans cette édition. Et puis, campagne agricole, le journal télévisé fait le tour des régions pour faire le point avec les acteurs. Première destination Talen dans le département de Kébémer pour parler de Modou Ndiaye, agriculteur depuis 30 ans. Couleur du Sénégal ce soir, Diakhao et ses centaines de rois est dans notre viseur. Diakhao qui dévoile un plan de son histoire. L'ancien royaume des Guelwaars est à la une, de même que Bassar et son génie. La série se poursuit dans les îles du Saloum. Bonsoir à tous et bienvenue. Le PUDC, un modèle à répliquer, propos de l'administratrice du PNUD, reçue par le chef de l'État à Nairobi, Hélène Clark, ajoute qu'il y aura un label sénégalais à propos de ce programme. Les détails dans cette dernière série d'audiences que le président de la République a accordé à des personnalités en marge de la TICAD 6 avec notre envoyé spécial Oumar Nying. Hélène Clark a ouvert cette dernière série d'audiences. L'administratrice du PNUD s'est réjouie de voir le PUDC faire des émules. Ce programme est vu comme un modèle à répliquer et beaucoup de pays demandent le partenariat avec le Sénégal et puis le PNUD pour mettre en place ce programme. Le Togo a déjà commencé à mettre en place ce programme. Beaucoup d'autres pays veulent suivre ce modèle, dont notamment le Burkina Faso, le Bénin, Madagascar, etc. Ce programme, comme il est devenu un modèle, il convient de mettre un label sénégalais là-dessus. Lors de la réunion de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité en novembre, il y aura un événement là-dessus où le Sénégal va montrer au monde les résultats que ce programme-là peut donner et en quoi c'est un modèle à répliquer. Ibrahim Mahlab est l'assistant du président Abdel Fattah al-Sisi. L'ancien Premier ministre porte le message du président égyptien. J'ai transmis les meilleurs vœux et la salutation de son frère, M. Abdel Fattah al-Sisi, président d'Égypte. On a discuté les bonnes relations entre les deux pays, comment on peut vraiment ajouter toujours. C'est toujours, il y a une sorte d'addition. On a discuté tous les domaines économiques, politiques, et en même temps la sécurité, parce que vous savez, nous sommes toujours exposés pour le même ennemi, c'est le terrorisme. Les responsables de Mitsubishi Corporation ont également été reçus par le président Macky Sall. Mitsubishi have investment in the company. Nous avons rencontré son Excellence le Président de la République pour solliciter son appui sur un projet que nous portons pour le Sénégal au sujet d'un projet de désalinisation d'eau de mer. Donc avec nos partenaires et nous souhaitons rencontrer le plus rapidement possible le ministre de l'Hydraulique pour avancer sur nos démarches qu'on a déjà entamées depuis avril 2016. Voici Saïd Obama, l'oncle du président américain, est aussi venu voir le chef de l'État. Je suis venu saluer Monsieur le Président Macky Sall et puis également lui entretenir de la fondation de Mama Sarah Obama, donc, qui fait beaucoup d'activités sur l'éducation, à propos de la santé, en particulier la santé maternelle et la lutte contre le VIH-Sida également. Nous étions venus faire part à son Excellence le Président Macky Sall de nos activités et puis également requérir son soutien par rapport à la Fondation. Et nous avons eu une rencontre très cordiale. Le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise vivant à Nairobi. Les compatriotes ont évoqué comme doléance principale des solutions aux problèmes d'obtention des visas d'entrée au Kenya. Doléance que le chef de l'État a promis de prendre en charge. Oumar Nying. Ils sont une cinquantaine, pour l'essentiel, de hauts cadres dans les institutions internationales et autres secteurs comme la finance ou les télécommunications. Voir le président Macky Sall est pour eux une fierté. Une occasion également de poser leurs problèmes. La doléance est quasiment unique.
malgré un calendrier extrêmement corsé, vous avez tenu à accorder cette audience, recevoir la communauté et échanger un temps soit peu avec elle. Excellence, Monsieur le Président de la République, le problème fondamental et crucial qui nous affecte tous est la complexité d'avoir un visa d'entrée au Kenya pour un Sénégalais. Cette situation, le chef de l'État en est conscient, mais il rassure, d'autant que la coopération entre le Kenya et le Sénégal évolue positivement. Depuis quelques années, il faut dire que les relations ont qualitativement changé, puisque j'entretiens personnellement des relations particulières avec le président Uhuru Kenyatta. Et dans ce cadre, j'ai ouvert une ambassade ici, au Kenya, et le Kenya va ouvrir une ambassade chez nous très bientôt. Nous avons donc lancé les travaux pour la grande commission mixte entre les deux pays, et cette question a été posée. Mais déjà, les passeports, détenteurs de passeports diplomatiques n'ont plus besoin de visa pour venir au Kenya. Mais ce qui nous importe le plus sont les passeports dits ordinaires, les passeports normaux. Mais soyez assurés que je pense que cette question devra être réglée une fois que je verrai le président Kenyatta et que donc nous peserons de tout notre poids pour que vraiment cette situation puisse cesser, parce qu'elle n'est pas normale. Le Sénégal est un pays qui se transforme de façon structurelle. Le directeur général de l'APIX l'a rappelé à nos compatriotes. Une opportunité est donc à saisir pour cette expertise présente au Kenya qui peut apporter sa contribution à l'édifice. Nous avons effectivement beaucoup d'experts, de cadres de haut niveau qui doivent pouvoir contribuer au développement de notre pays. Maintenant, il s'agit de voir comment votre contribution peut être valorisée. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en chantier. Et pour chaque chantier, il faut des études. Études en génie civil, études en environnement, les études d'impact environnementaux, les études sur l'habitat, sur le bâtiment, sur l'agriculture. Donc, il y a des études dans tous les secteurs. En ce moment, on pourra travailler avec l'APIX et avec d'autres ministères pour que vous puissiez aussi intégrer, en tout cas bénéficier des marchés publics sur le domaine des études. C'est tout à fait possible et nous serions heureux d'avoir vraiment des compatriotes qui ont une expérience avérée et qui pourraient participer dans toutes ces études que nous lançons présentement. Le président de la République a félicité ses compatriotes pour l'image qu'ils véhiculent au nom du Sénégal. En retour, ces Sénégalais expriment au chef de l'État toute leur reconnaissance. À noter que le chef de l'État a quitté Nairobi ce lundi à destination de la Chine où il doit prendre part au G20 du 3 au 5 septembre. Le samedi 27 août à Nairobi, la CEDEAO a décidé de soutenir la candidature du professeur Abdoulaye Bathily à la tête de la Commission de l'Union africaine. L'élection a été reportée jusqu'au mois de janvier 2017, puisqu'aucun des 3 candidats qui étaient en lice n'a obtenu les 2 tiers des votes nécessaires. Seydina Alioune Fall nous présente les atouts du candidat de l'Afrique de l'Ouest. Les 17 et 18 juillet à Kigali, au Rwanda, aucun des 3 candidats en lice pour la présidence de la Commission de l'Union africaine n'a obtenu les 2 tiers des votes nécessaires lors des 3 tours du scrutin. L'élection a donc été reportée jusqu'au mois de janvier 2017 lors du prochain sommet de l'Union africaine. Un nouveau processus de sélection des candidats a été lancé. Cela permettra à de nouvelles personnalités de se présenter, des personnalités comme le professeur Abdoulaye Bathily. La personnalité même du professeur Abdoulaye Bathily plaide en sa faveur. Je pense qu'il a l'étoffe d'un diplomate de premier plan. Il a l'étoffe d'une personnalité diplomatique de premier plan et incontestablement, il a la dimension de la fonction puisqu'il est professeur d'université. C'est un personnage assez cultivé, c'est un personnage expérimenté. La candidature du professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine est portée par la CEDEAO. Décision prise le samedi 28 août à Nairobi en marge de la conférence internationale pour le développement de l'Afrique.
C'est peut-être la première fois que le Sénégal a la chance d'obtenir le poste de président de la Commission de l'Union africaine, qui est la projection actuelle de l'ancien secrétariat général de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'OUA. Le professeur Abdoulaye Bathily a des chances. Il a de sérieuses chances de s'imposer. Pourquoi? Parce que tout simplement, sa candidature est portée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire par les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. La candidature du professeur Abdoulaye Bathily a été enregistrée par les autorités. C'est un poste important, le poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est peut-être le poste le plus prestigieux de la diplomatie continentale. Et me semble-t-il, le professeur Bathily a des chances de s'imposer pour cette raison précise que si la liste des candidatures a pu être réouverte à nouveau, c'est tout simplement parce que les candidatures qui étaient jusque-là enregistrées ne faisaient pas l'unanimité au sein des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, puisque ce sont des candidatures qui ont été un peu présentées par la presse internationale comme des candidatures sans envergure. Le professeur Abdoulaye Bathily, représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique centrale, figure déjà parmi les noms qui circulent pour la succession de Dlamini Zuma à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Toujours à Nairobi, à l'occasion de la TICAD6, le Japon a réaffirmé sa volonté d'accompagner le Sénégal dans sa politique de diversification des sources de production d'eau potable au Sénégal. Le projet de dessalement de l'eau de mer en est l'illustration. 135 milliards de francs CFA pour 50 000 mètres cubes par jour sur financement du pays du soleil levant. Le site qui doit abriter les ouvrages se trouve au Mamel, où s'était rendu l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Fatou Diouf. Dans sa dynamique de diversification des sources d'eau, la SONES innove et opte pour la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer. L'ouvrage va être construit sur ce site de 4 hectares, juste derrière le phare des Mamelles. Coût du projet, 135 milliards de francs CFA. Sa réalisation va permettre d'assurer une production supplémentaire de 50 000 m3 d'eau par jour, extensible à 100 000 m3 à l'horizon 2025. Dakar également polarise les 70% des besoins en eau en zone urbaine et périurbaine. Donc vous entrevoyez aisément le niveau de la demande en eau de Dakar, qui aujourd'hui est de près de 400 000 m3 jour. Et nos études nous ont montré que si rien n'est fait d'ici à l'horizon 2025, nous serons à un déficit de 200 000 euros. C'est ce qui justifie, entre autres, aujourd'hui, la construction d'une station, d'une prise d'eau, juste derrière moi. Vous avez la prise d'eau sur la mer. Cette prise d'eau va envoyer l'eau de l'autre côté où nous avons une station de traitement. Cette station d'une capacité de 50 000 m3 extensible à 100 000 m3 va par la suite envoyer l'eau via un réseau de transfert au niveau des réservoirs au sol que nous avons juste ici, derrière le monument de la Renaissance africaine. Le dessalement d'eau de mer, un processus qui permet d'obtenir de l'eau douce à partir de l'eau saumâtre ou salée. Cette opération nécessite donc d'importants moyens financiers et techniques. La coopération japonaise s'engage à appuyer le Sénégal. Dakar city is becoming bigger and bigger. That means more and more demand for water. Dakar, c'est une grande ville, donc il comprend qu'il y ait une très grande demande et donc une très grande pression sur l'eau. And then Japan has the technology to provide clean water. Donc le Japon, avec sa technologie, je pense qu'il peut vraiment assister le Sénégal pour régler ce problème. Autre volet de ce projet de dessalement d'eau de mer, le renouvellement de plus de 450 km de réseau de distribution d'eau à Dakar. On a aujourd'hui un taux de fuite ou, si on veut, un taux
une quantité non facturée à peu près de 27%. Avec cette usine, avec ce renouvellement du réseau, nous espérons passer de 27 à 20%. Et l'économie que nous ferons à travers ces renouvellements représente à peu près une usine comme celle de Ndjit. Cette visite a permis aux autorités de la SONES de présenter le projet à la délégation japonaise. L'étude de faisabilité bouclée, l'heure est maintenant à la concrétisation de l'ouvrage, une usine qui va sans doute améliorer la qualité du service de distribution de l'eau à Dakar. Le représentant de la JICA au Sénégal et le directeur général de la SONES sur le site des Mamelles qui doit abriter le projet de dessalement de l'eau de mer. Coup d'œil à présent sur le travail qu'abattent les jeunes campeurs de Ziguinchor. Le temps des vacances, ils préfèrent s'investir dans les bonnes causes. La régénération de l'écosystème mangrove, par exemple, un pari à gagner. Et c'est dans le village de Tobor que l'activité se passe. Ibrahim Andong. À Bignona, la caravane des vacances citoyennes a droit à un accueil des grands jours. Des masques se sont surpassés pour souhaiter la bienvenue au ministre et sa délégation. Ici, le ministre est venu participer au forum de l'emploi organisé au profit des jeunes du département. Nous, les jeunes de la région de Ziguinchor, du département d'Oussouye, de Bignona, nous sommes engagés dans le volontariat de venir ici à la mangrove de Tobor pour un peu reboiser également, donc avec un objectif de 10 000 plants. Aujourd'hui, au moment où nous sommes, nous avons atteint les 13 000 plants qu'on a eu à reboiser. Donc cela veut dire que l'objectif a été atteint. C'est l'engagement que nous avons pour notre communauté, car nous considérons la mangrove comme notre source de notre bien-être. Un moment d'échange et de partage, l'occasion pour les autorités de s'adresser au ministre. C'est en 2006 exactement, après un congrès qui se sont lancés les populations et qui ont été appuyés par l'association de Ali Haïdar entre 2006 et 2008. Mais les populations n'ont pas lâché leur activité parce que tout simplement il y a plusieurs variétés de propagules, de plants qu'on reboise. À l'époque, c'était le rhizophora qui avait des plantules et où il fallait se mettre en rang et on ne faisait que planter. Ça allait très vite, on parlait d'hectares. Et la partie droite qui a été malheureusement par l'effet de l'homme, la route qui a divisé les deux marigots, ont eu un effet néfaste. Et aujourd'hui, les plants qui sont adaptés à cette rive droite, c'est l'Avicennia. Et cet Avicennia est très difficile à planter. D'où la nécessité de prendre des bénévoles. Parce que autant l'autre était payé, celui-là c'est du bénévolat pur et simple. Nous avons appelé les jeunes et vous avez appuyé. Aujourd'hui, nous avons déjà fait plus de 500 hectares. Devant l'assistance, le ministre est aussi revenu sur les efforts au quotidien consentis par le gouvernement pour le bien-être des populations. Très satisfait de ce qui se fait là. Parce que, tel que l'a dit M. le maire, c'est basé et c'est fait par des bénévoles. Mais très satisfait aussi de retrouver l'arbre qu'on avait planté ici en 2014. Sentiment que ce que nous sommes en train de faire assure une continuité. Pour assurer les ruptures d'équilibre qui se font dans la nature au jour le jour et que les conséquences, nous sommes en train de les vivre et certains de nos compatriotes sont en train de les payer. Ce forum a été aussi une occasion pour l'ANPEJ d'installer des stands, une manière de sensibiliser davantage les jeunes sur les opportunités qui s'offrent à eux. À présent, nous allons à Talengay, à 5 km de Nantes, dans le département de Kébémer, pour découvrir le champ de Modou Ndiaye, agriculteur depuis 30 ans. Il a aujourd'hui des raisons d'afficher le sourire. Ses cultures se portent bien et la situation pluviométrique satisfaisante vient à point nommé. Tierno Amadoucia. La haie d'honneur est dressée. Bienvenue à Bassar, chez les Nyominka unis devant l'Éternel et reconnaissant envers une mère généreuse. Ce que ces dames chantent pour nous inviter dans leur univers. Elles ont raison de rendre hommage à cette mère. Toute leur économie repose sur ce don de la nature. Le président de Malané, moi, Orange Lambi. Ku fi juddoo
La pêche est l'activité phare par ici. Les gens viennent de partout pour acheter nos produits, de Joal, de la Guinée-Bissau, même du Burkina. Une petite erreur dans la chronologie justement de ce journal. Nous revenons plus tard dans cette édition sur ce reportage de Aram Ndao à Bassar, et c'est dans la série Couleurs du Sénégal. L'hôpital d'Al Djam ouvre officiellement ses portes. Les consultations externes ont démarré ce lundi. Plusieurs spécialités sont proposées. La prise en charge des urgences est l'une des spécificités de l'hôpital qui a une capacité d'accueil de 300 lits. La structure compte se positionner dans le tourisme médical. Visite guidée avec Anne-Marie Gomis. L'attente a été longue, le besoin se posait avec acuité. L'hôpital d'Al Djam ouvre ses portes au public. Le processus d'ouverture globale est lancé. Les consultations externes ont démarré ce lundi. Une aubaine pour les populations de la banlieue. Dès que j'ai appris la nouvelle, je suis venue aussitôt. Maintenant, je n'ai plus besoin d'aller à Dakar pour me soigner. C'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, c'est notre première journée de consultation officiellement. Donc, comme vous le voyez, certains patients sont déjà au courant de l'information. Et puis, ils viennent, nous commençons à les voir. Donc, vous êtes dans le service qui reçoit en premier les patients. Avec une capacité d'accueil de 300 lits, extensible à 500, l'hôpital d'Al Djam, c'est un équipement moderne, un personnel qualifié au service des patients. Aujourd'hui, nous sommes capables d'offrir à la population des consultations dans différentes spécialités. Nous sommes prêts à servir les populations et à les servir de la manière la plus correcte possible. Différentes spécialités sont proposées, de la gynécologie à la pédiatrie, en passant par la cardiologie, mais aussi la kinésithérapie, avec 17 cabines, dont une salle de rééducation. Les enfants, les adultes, les femmes, les hommes. Il y a la trauma, il y a la neuro, il y a les enfants qui font, par exemple, malformations, les IMC. Donc on prend tout le monde. D'Al Djam, c'est aussi un laboratoire de dernière génération. Tout ce qui est les substrats convodosés dans le sang, les enzymes, les marqueurs tumoraux, les hormones et les paramètres d'urgence de la biochimie tels que l'ionogramme et les gaz du sang. L'hôpital se veut tout d'abord une référence dans la prise en charge des urgences. C'est un maillon faible de notre système de santé. Et le service des urgences de l'hôpital d'Al Djam se positionne comme étant le plus grand et donc un service de référence. Il y a également la prise en charge des pathologies liées au cancer, le cancer et ses pathologies dérivées. Aujourd'hui, puisque la loi sur la greffe rénale a été votée, l'hôpital également se positionne comme un centre de prise en charge. Son credo, c'est d'aller vers une souveraineté thérapeutique, pousser les patients à se soigner à domicile, lutter également contre la fuite des cerveaux. D'Al Djam entend se positionner dans le tourisme médical, permettre à des étrangers de se soigner et de découvrir la culture de notre pays. La plateforme nationale de la planification locale vient de mettre un terme à la multiplication des méthodologies dans l'exercice de la planification des collectivités locales. En mettant sur pied un guide, les différents opérateurs en planification trouvent là un référentiel pour mieux orienter l'action sans la rendre normative. Afin de partager le contenu du guide, un atelier national sous l'égide du Programme national de développement local et de la direction de l'appui au développement local a été tenu en présence de plusieurs acteurs. Hamidou Diop. Un guide de planification du développement territorial existe désormais au Sénégal avec l'appui financier du PNDL. Il est l'œuvre collaborative des membres de la plateforme nationale de planification locale regroupant la Direction générale du plan, la Direction d'appui au développement local, le PNDL et l'UAEL. Compte tenu des différents manquements constatés dans la mise en œuvre des différents instruments de planification et conscient de la nécessité d'harmoniser le système de planification, la plateforme nationale de planification locale vient d'apporter une réponse salutaire.
Les élus locaux en appellent à une finalisation du processus. Nous lançons un appel solennel à l'ensemble des collègues maires et au président des départements pour que ce processus quand même puisse être finalisé. Il ne serait pas admissible quand même que ces documents ne puissent pas, dans ces phases pilotes, où quand même ça a été un privilège que d'avoir été coopté dans une phase pilote, qu'on ne puisse pas faire quand même l'effort de pouvoir au moins satisfaire à cette formalité. Le présent guide de planification du développement territorial conçu sur la base d'une expérimentation au niveau des 45 collectivités territoriales réparties dans les 14 régions offre l'opportunité aux différents acteurs du développement territorial de conduire, réorienter et réajuster les processus en cours. Cet atelier est d'une importance capitale pour le PNDL parce qu'il a permis de régler un problème qui a été constaté dans beaucoup de collectivités locales, à savoir une méthodologie différenciée dans l'élaboration des documents de planification. J'en profite pour vous dire que des innovations ont été quand même effectuées dans ce guide avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication qui vont permettre une rapidité dans le traitement des données et une cohérence des sources. Plusieurs intervenants ont invité les exécutifs locaux à hâter le pas pour se doter d'outils de planification indispensables pour le pilotage de la gouvernance locale sur la base d'un scénario consensuellement validé. Ce qui est évident, c'est que le consultant a préconisé un certain nombre de correctifs. Et pratiquement les débats ont permis de proposer le troisième scénario, donc qui consisterait à avoir un rédacteur ou bien un facilitateur qui va accompagner les comités techniques régionaux donc dans la mise en œuvre du processus. Le plan de développement de Gaye a été présenté comme modèle. Il pose les fondements et les principes de la planification du développement territorial, identifie des étapes qui s'enchaînent et prévoit la stratégie de mise en œuvre sur la base d'une fiabilité des données collectées et traitées, une articulation avec les politiques publiques, notamment le PSE et au ODD, a été mise en exergue. Suite de notre série de reportages sur la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce soir, nous évoquons le rôle et les missions de la Sénat dans ce scrutin qui doit désigner les nouveaux membres du HCCT. Maman Moussagnon. 78 bureaux de vote, 78 représentants de la Sénat sur le plan national. La Commission électorale nationale autonome a fini de désigner ses contrôleurs pour le scrutin du 4 septembre. Pour contrôler, il faut être sur le terrain. Et donc, dans chaque bureau de vote, il y en a 78. Ce n'est pas grand chose. Nous aurons un contrôleur dans chaque bureau de vote. Et ces contrôleurs participeront au dépouillement du scrutin et vont participer donc à la proclamation des résultats au niveau départemental. Et ensuite, au niveau national, la Sénat aussi aura un représentant qui participera à la proclamation provisoire des résultats. Il s'agira pour ces membres de la Sénat de veiller au bon déroulement du scrutin, de signaler tout dysfonctionnement. Ce qui est le plus important, c'est que toute élection, quel que soit le nombre d'inscrits, quel que soit le nombre de votants, quel que soit le nombre d'élus, est une élection et qui a sorti des résultats sincères. Et c'est pourquoi nous travaillons comme si c'était une élection qui mobilise tout le pays. Le scrutin du 4 septembre se doit de jouir de toutes les normes requises par la Constitution. Il faut que durant ce vote, que le vote se déroule suivant les normes internationales, c'est-à-dire que l'isoloir, l'urne, un dépouillement secret qui permet de connaître exactement le résultat sans connaître le vote de qui que ce soit. Donc c'est ce qui est le plus important. Et maintenant que la justice puisse faire son travail de contrôle aussi et de proclamation des résultats. Et sur ce plan, le Sénégal a tous les outils. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome, est chargée de superviser et d'organiser les élections au Sénégal. Elle fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins. Des usagers exaspérés par de longues heures d'attente pour passer la visite technique. C'est le constat au centre de contrôle de Hann. Pourtant,
De nombreuses mesures ont été prises pour mettre fin aux tracasseries et améliorer le service. Notre reporter Tabbouna Tchao s'est promené sur ces lieux qui sont pris d'assaut par des centaines d'automobilistes qui forment une file d'attente jusqu'aux alentours de l'autoroute. Ces longues files de véhicules font partie du décor des alentours du centre de contrôle technique. Des files aussi longues que l'attente des usagers qui sont pourtant venus très tôt le matin. Je suis venu presque à 7h30, depuis 9h. À 6h du matin. Les véhicules n'avancent qu'à petits pas. L'attente semble interminable pour les usagers. Le manque à gagner est énorme. Ils accusent le coup. On perd beaucoup de temps et le travail professionnel en pâtit. Il faudrait un peu plus d'organisation. Maintenant, l'essentiel aussi, c'est trop dur. À mon avis, c'est le site qui n'est pas approprié. Il faut penser à un autre. Certains ont même passé la nuit ici et pourtant ça ne sert à rien. Il y a trop de tracasseries. Pourtant, à l'intérieur du centre, 8 lignes sont fonctionnelles de 8h à 20h. La raison des lenteurs est que la capacité d'accueil a été largement dépassée. De 400 véhicules par jour prévus, nous sommes actuellement à 850 véhicules. Et cette surcapacité a des conséquences. Des conséquences sur les équipements, mais aussi des conséquences sur le personnel. Pour éviter les longues attentes, un serveur d'appel a été mis en place pour la prise de rendez-vous. Déficit d'information ou simple choix, difficile de comprendre. Ici aussi, ils ont les numéros de téléphone de tous ceux qui ont des cartes grises ici. Ils auraient pu faire comme d'autres services, communiquer en vous informant que votre visite technique finit et tel jour pour tel véhicule. Et vous proposez même un rendez-vous ou même avec des opérateurs, vous renvoyez les numéros par lesquels la boîte vocale peut fonctionner pour vous. Je pense qu'il y a un problème de communication. Moi, je sais que le numéro existe, mais bon, les rendez-vous, ça ne m'arrange pas. Bon, moi, je l'avais, mais je l'ai perdu. Peut-être qu'ils ne veulent pas. Parce que toutes les mesures d'accompagnement préalables qui devraient être faites ont été faites. Des campagnes de sensibilisation ont été faites par Bureau Veritas. Des campagnes de sensibilisation ont été faites par la structure qui a été choisie pour les rendez-vous. Pour améliorer le service et mettre fin aux tracasseries, plusieurs mesures allant du réaménagement des horaires de travail à la délocalisation sont en ligne de mire. Les premières mesures, en plus donc du système de rendez-vous, portent sur une solution au problème de circulation. Parce que vous savez bien que ces files d'attente impactent de façon négative sur le trafic au niveau de cet axe. La deuxième mesure, c'est au niveau du calendrier de travail de Bureau Veritas. Le centre ouvrait ses portes du lundi au vendredi à 8h jusqu'à 20h, jusqu'à 17h. On a réaménagé donc ce calendrier. À l'heure actuelle, le centre ouvre ses portes du lundi au samedi. On travaille le samedi matin. La troisième mesure a été, en plus donc du réaménagement du calendrier, du renforcement des équipes. On est passé d'une équipe par jour à 2 équipes par jour. Nous avons été instruits par le ministre chargé des transports, Bureau Veritas, et le centre, pour chercher un centre relais pour délocaliser les comptes visites techniques. Et on vient de signer un avenant pour la construction d'un second centre pour le maillage complet de la région de Dakar. Et le pôle urbain nous a attribué 3,5 hectares. Les régions seront aussi bientôt dotées de leur centre de contrôle technique. Sous peu, au courant de l'année 2017, toutes les régions seront dotées de centres de contrôle technique des véhicules automobiles. Autre question qui intéresse particulièrement les usagers, les tarifs jugés trop chers. Nos tarifs sont les moins chers. Ils varient entre 7 000 et 15 000. En Côte d'Ivoire, ils varient entre 13 000 et 42 000. Au Burkina Faso, c'est entre 13 000 et 25 000. Vous voyez que la différence est très grande. Donc, c'est
une cherté que je vais relativiser. La visite technique annuelle est obligatoire pour tous les véhicules à moteur ayant 4 roues pesant un poids égal ou inférieur à 3,5 tonnes et conçus pour le transport des personnes ou des marchandises. Après cette enquête de Pabouna Thiaw, destination le marché des HLM de Dakar qui renoue avec l'ambiance des grands jours. À 2 semaines de la Tabaski, les clients se bousculent déjà au niveau des cantines pour faire leurs achats. Un rush de jour comme de nuit que nous décrit notre reporter Fatimata Banelba. La Tabaski, vu son importance, est activement préparée. La preuve, cette grande affluence notée au marché des HLM. Ici, on vend, on achète, on marchande, le tout dans un grand vacarme. Nous sommes habitués au bruit, c'est ce qui fait le charme de ce lieu et ça attire les clients. À 2 semaines de la fête, l'engouement est palpable à l'un des plus grands points de vente du sud de la capitale. Pourtant, les vendeurs assurent que les affaires ne marchent pas encore. En ce moment, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais on espère faire de bonnes affaires. Cette année, nous sommes venus en nombre parce que la mairie nous a octroyé des places assez tôt. Nous vendons beaucoup d'articles et pas cher du tout. Nos clients viennent souvent pour acheter en gros. Jouer des coudes pour se frayer un passage entre les tabliers et autres marchands ambulants. Trouvée en plein marchandage, cette dame a déjà fini ses achats. Je suis venue acheter quelques brodés et bazins pour compléter mes achats. Mais j'avoue que les tissus sont un peu chers. Et nous sommes obligés de prendre pour préparer la Tabaski. Chacun est motivé par le travail pour subvenir à ses besoins. Le marché est serré, mais je demande aux gens de faire attention. Entre transport en commun et plus des différentes sonneries musicales, le marché des HLM est déjà en fête. À 15 jours de la Tabaski, l'endroit n'en finit pas de faire le plein. Depuis 30 ans, il est agriculteur. Il habite à Talengay, à 5 km de Nantes, dans le département de Kébémer. Il s'appelle Modou Ndiaye. Aujourd'hui, il a des raisons d'afficher le sourire. Ses cultures se portent bien et la situation pluviométrique vient justement rajouter à tout ce beau décor une situation qui permet justement d'aller très loin dans cette activité. Tierno Amoudissi nous le présente. Au volant, un agriculteur parmi les 350 gros producteurs du département de Kébémer. El Hadj Modou Ndiaye habite Talengay, à 5 km de Ndande. Il nous amène dans un champ de 17 hectares qu'il exploite depuis 3 décennies. Cette année, 3 cultures se partagent cette grande superficie. Mil, manioc et niébé se portent bien. Ce qui est important, c'est de semer et que les cultures poussent. Ensuite, il faut une bonne surveillance. Moi, je travaille tous les jours pour avoir de bons résultats et c'est ce que vous constatez là. Ici au Kayor, on peut espérer, vu cette pluviométrie qui colle bien avec la structure de leur sol. Le chef de service départemental du développement rural confirme, il a inspecté et vu une évolution normale des cultures. Entre la première pluie et la deuxième pluie, il y avait une petite pause. Et dans cette pause, il y avait la présence des attaques, de quelques attaques qu'on appelle les NEMA. Ils ont attaqué le mil, mais lorsque la pluie est venue, ils sont disparus. Mais à l'heure actuelle, vraiment, la situation est calme. Il n'y a pas d'inquiétude vraiment sur les cultures. Les cultures se portent très bien. Ces résultats sont obtenus grâce à la générosité du ciel. Kébémer affiche une situation pluviométrique satisfaisante. La pluviométrie est excédentaire. Il n'y a aucun poste qui est déficitaire dans le département de Kébémer. En tout cas, à l'heure actuelle, la situation pluviométrique est satisfaisante dans le département de Kébémer. Intrants disponibles à temps, matériel distribué aux ayants droit avec à la clé une bonne pluviométrie, Kébémer est dans l'espoir. Le département attend de bons rendements
cette année. La rédaction qui vous propose de faire le point justement sur la campagne agricole à chaque édition. Le délai fixé pour l'acheminement des 1500 pèlerins encadrés par la délégation générale a été respecté ainsi que le contrat de logement. Tous les pèlerins ont